Bonsoir et bienvenue à tous. Jeudi 27 janvier, voici les titres de l'actualité. La pandémie du Covid-19 toujours aussi virulente. Les conditions sont élevées. La vaccination s'avère être le seul rempart pour endiguer le virus. La campagne personnelle de l'éducation nationale se poursuit. Nous ferons le point dans la capitale. 1 million de doses de vaccins anti-Covid-19 acheminées ce jeudi à bord d'un avion militaire des forces aériennes algériennes vers l'aéroport de Carthage de Tunis. Un don envoyé par l'Algérie à la Tunisie pour soutenir l'effort de lutte contre la pandémie. Économie et investissement, la décision de gel se concrétise sur plusieurs entreprises et du côté d'El-Oued. Et on terminera avec la découverte d'une boutique revisitée en musée dans la wilaya de Naama, dans le but de séduire le public et réunir les passionnés des arts et du patrimoine dans ce lieu atypique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ce communiqué du Premier ministère, en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 au niveau du secteur de l'éducation nationale. S'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Covid-19 et au regard de la situation épidémiologique qui se caractérise encore une fois de plus par une rapide circulation du virus, il a été décidé de proroguer la mesure de suspension de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale pour une durée supplémentaire de 7 jours à compter du dimanche 30 janvier 2022 jusqu'au samedi 5 février 2022. Le gouvernement rappelle à cette occasion la nécessité d'intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et personnels, notamment au niveau des de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Je vous en parlais en titre, la pandémie du Covid-19 est toujours aussi virulente. Les contaminations sont élevées. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 2130 nouveaux cas, 152 guérisons et 13 décès malheureusement à déplorer. Et à propos de vaccination, la campagne dédiée au personnel de l'éducation nationale se poursuit. Les portes des établissements scolaires sont restées ouvertes. Plus de 1400 unités de dépistage et de suivi y sont déployées. Malek Darahmoun et Camélia Melal. Pendant cette suspension des cours de 10 jours, les établissements scolaires sont restés ouverts pour accueillir les enseignants et le personnel administratif du secteur de l'éducation et leur permettre de se faire vacciner et éviter ainsi la propagation du virus, surtout que le variant Omicron touche même les enfants. À travers cette campagne de vaccination, on essaie d'atteindre l'immunité collective, à savoir 70% de personnes vaccinées. De ce fait, nous serons rassurés sur la santé de nos élèves et celle de nos employés, puisque la reprise des cours est pour bientôt, Inch'Allah. Médecins, infirmiers et bénévoles, tous sont mobilisés pour le bon déroulement de cette opération de vaccination. On espère que tous les enseignants prennent leur vaccin, puisque nous sommes souvent en contact avec les élèves. Le vaccin est devenu une nécessité, surtout avec cette nouvelle vague. Plus de 1400 unités de dépistage et de suivi sont déployées au niveau de tous les établissements scolaires. Ils travaillent en étroite collaboration avec la direction de la santé afin de mettre le vaccin à la disposition des personnels de l'éducation. Je vous propose justement d'écouter le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui revient sur l'opération de vaccination du personnel du secteur. On l'écoute. Monsieur le Président de la République avait ordonné plusieurs décisions, dont donc la suspension de la scolarité pour 10 jours, et ce pour permettre de casser la chaîne de propagation, mais également pour aussi permettre au personnel de l'éducation nationale de bénéficier d'une vaccination massive
aux fins de prémunir et de garantir une immunité collective. Il y a eu 4 campagnes. La première a démarré le 22 août, la deuxième du 12 au 16 décembre 2021, la troisième juste après la reprise de la scolarité, après les vacances de l'hiver, donc c'est du 2 au 13, et la quatrième a démarré avec le premier jour de la suspension de la scolarité. Bon, nous dépassons la trentaine, donc nous sommes pratiquement aujourd'hui à 3,5 de taux pour parce que là, nous constatons que ça avance un peu par rapport aux autres, parce que les gens maintenant ont vu et ont vécu ce leur peau dans leur chair. Et puis, là aussi, les chiffres le confirment. C'est des chiffres statistiques réels, officiels et confirmés. J'invite le Chêne, honorable Chêne, toute la population de la communauté éducative, tous les Algériens et Algériennes, à aller se faire vacciner parce que la seule solution pour se prémunir, pour éviter ce danger qui se propage à une grande vitesse, ça ne saurait se faire que par le biais de la vaccination. La sensibilisation, un des moyens de lutte contre cette pandémie. Une vaste campagne est lancée par la direction de l'action sociale de l'Iran au profit des habitants des régions reculées. Il s'agit d'inciter les citoyens à se faire vacciner pour les prémunir contre le virus et ses variants. Camélia Melal. Une vaste campagne de sensibilisation contre la propagation du Covid-19 a été lancée par la direction de l'action sociale de la wilaya d'Oran au niveau des régions reculées de la wilaya. Au village de Bouyakour, les éléments de la DAS incitent les citoyens à se faire vacciner, mais également des mesures préventives pour stopper la propagation de la pandémie. Nous avons entamé une campagne de sensibilisation au niveau des zones d'ombre réparties dans les 26 communes de la wilaya d'Oran. Cette campagne vise principalement à prévenir la propagation du virus, mais également à inciter les habitants de ces régions à aller se faire vacciner. Nous devons tous faire vacciner le moyen de nous protéger et protéger nos familles. Essayons de sensibiliser un maximum de personnes pour qu'ils prennent conscience de l'importance de la vaccination. Depuis le début de la pandémie, la société civile est partie prenante pour endiguer la propagation du virus. De nombreuses actions de proximité sont initiées au quotidien sur le terrain. Nous sommes présents pour expliquer aux jeunes l'importance de la vaccination et le respect du protocole sanitaire. Nous sommes rapprochés des habitants de Bouyakour pour les inciter à respecter les gestes barrières et à aller se faire vacciner. Nous avons distribué des masques de protection et nous nous sommes également rapprochés des commerçants pour les sensibiliser au respect du protocole sanitaire. Les efforts se poursuivent donc intensément pour sensibiliser la population au respect de toutes les mesures préventives pour juguler la pandémie de Covid-19. Et face à cette pandémie, beaucoup croient au pouvoir miraculeux des plantes, renforçant leur immunité pour se protéger du virus. La phytothérapie ou comment soigner avec les plantes, Samra Hadj nous en parle. Face à la pandémie du Covid-19, les Algériens ont de mixtures efficaces en recours à la médecine douce ou la phytothérapie. C'est bien fait sur la santé. Est-elle aussi efficace contre ce virus et que recherchent ses adeptes? Ce qui est le plus demandé, ce sont les huiles essentielles de camphre, de clous de girofle et l'eucalyptus, utilisées essentiellement en inhalation. En inhalation, en tisane ou encore en baume, il est dit que certaines plantes sont des remèdes efficaces contre les inflammations ou pour calmer la toux. Nous avons pris l'habitude d'acheter ces produits, des plantes comme le clou de girofle, le thym, parce que c'est très efficace contre la grippe et les coups de froid, surtout pour les enfants. Nous leur donnons en tisane à boire de jour comme de nuit. À la place du café, je prends aujourd'hui une tisane. Les bienfaits de la médecine traditionnelle ne sont plus approuvés. Les médecins mettent néanmoins en garde contre les risques de surdosage ou de toxiques et rappellent que rien ne peut remplacer une consultation chez le médecin. Une cargaison d'1 million de doses de vaccins anti-Covid-19 a été acheminée aujourd'hui à bord d'un avion militaire des forces aériennes algériennes vers l'aéroport de Carthage de Tunis. Un avion envoyé par l'Algérie à la Tunisie pour soutenir ses efforts de lutte contre la pandémie. Sofiane Hamoudi.
de 29 tonnes de diverses Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid, a été procédé aujourd'hui à partir de la base aérienne de Boufarik à l'envoi à bord d'un avion des forces aériennes algériennes en direction de l'aéroport de Carthage en Tunisie d'1 million de doses du vaccin anti-Covid-19 offerte par l'Algérie à la Tunisie en soutien à ses États dans la lutte contre cette pandémie. نحضر اليوم استلام مليون جرعة تلقيح كوفيد من الجزائر. Nous réceptionnons aujourd'hui 1 million de doses de vaccins contre le Covid-19 venant d'Algérie. C'est un cadeau et un don précieux de la part du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune à son frère le président Kais Saïed et de la part du peuple algérien au peuple tunisien. Le président tunisien m'a chargé de vous transmettre ses plus chaleureux remerciements et de transmettre ses sincères salutations au président Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien. Tous nos remerciements au peuple algérien frère. Cette pandémie a touché le monde entier. Notre lutte pour y faire face est donc commune. Je réitère donc mes remerciements à nos frères algériens pour ces actions de solidarité. L'avion des forces aériennes algériennes a atterri il y a quelques heures, chargé d'une quantité d'1 million de doses de vaccins. Ce n'est pas la première initiative de ce genre. Je tiens à rappeler que durant les mois précédents, où la Tunisie faisait face à une recrudescence des cas de contamination, l'Algérie nous avait envoyé de l'oxygène ainsi que des doses de vaccins et toutes sortes d'équipements médicaux. Ce genre d'initiative n'est pas étrangère au peuple algérien et aux autorités algériennes. Elle reflète l'union de nos deux peuples. Ce don et geste de solidarité vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples frères algériens et tunisiens. Cette opération fait partie d'une longue série d'opérations de ce genre initiées par l'Algérie à destination de la Tunisie. Beaucoup d'autres suivront. Des actions reflétant les liens de fraternité, d'amitié et la volonté commune des deux pays de hisser toujours plus haut leur coopération bilatérale en réponse à la volonté des deux peuples et pour faire face de manière à tous les défis de l'heure. Cette opération confirme l'intérêt de l'Algérie à renforcer les relations solides entre les deux nations et la consolidation des valeurs d'entente et de solidarité entre les deux peuples frères. Le Mali, dans lequel une 4e cargaison d'aide humanitaire a été envoyée aujourd'hui à partir de la base aérienne de Boufarik. 29 tonnes de denrées alimentaires diverses ont été transportées à bord d'un avion cargo militaire des forces aériennes algériennes. En tout, 108 tonnes de denrées alimentaires et 100 000 doses de vaccins anti-Covid-19 ont été acheminées à travers 4 vols aériens. Ces opérations de solidarité dénotent la dimension humaine qui caractérise les relations de l'Algérie avec les pays amis, ainsi que son souci permanent de consolider les liens d'amitié entre les peuples maliens et algériens. Produire des poteaux électriques 100% made in Algeria, c'est le défi qu'a relevé une usine du côté d'El Oued. En très peu de temps, l'investissement a pu s'imposer sur le marché national. Il faut dire aussi que les pouvoirs publics accompagnent les investisseurs pour mener à bien leurs projets, notamment en matière de réglementation. Semera Hadjamal. Unique en son genre dans toute la wilaya d'El Oued, cette usine, implantée dans la zone industrielle de Oued El Alanda, on fabrique des poteaux électriques avec du ciment algérien. L'usine construite par Ammar Bakari est un véritable challenge au vu des obstacles qu'il a dû surmonter. Nous avons commencé la production en décembre 2021. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec un taux de production de 30% de notre capacité. Notre investissement est le premier dans la région saharienne. Il y a d'autres investisseurs, mais notre usine reste la plus grande. Nous avons été confrontés à plusieurs contraintes, notamment le changement de la réglementation des projets. Mais ces 2 dernières années, la situation s'est améliorée. Nul ne peut nier l'impact négatif des obstacles sur la production, comme la problématique de l'électricité, surmontée par cet investisseur grâce à l'accompagnement des pouvoirs publics.
Cette usine a été reliée au réseau de gaz et d'électricité et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour en faire bénéficier tous les investisseurs. Octroyer les autorisations nécessaires aux nouveaux investisseurs de la wilaya d'El Oued, c'est encourager le développement de l'économie. La zone industrielle d'El Oued s'étend sur une superficie de 50 hectares, en plus d'une zone d'activité de 790 hectares, dans le cadre de l'accompagnement projet d'investissement. Nous avons octroyé 13 autorisations d'exploitation temporaire. Grâce à cet accompagnement, les opérateurs économiques pourraient s'imposer sur le marché national et contribuer à la diversification de l'économie nationale, telle que préconisée par les spécialistes. Et on s'intéresse à présent à une start-up qui met la technologie au service de l'environnement. À El Bouakhi, un jeune passionné d'innovation a mis en place un appareil de tri sélectif. Après de longues années de recherche, il espère aujourd'hui un accompagnement de l'État pour la généralisation de son produit Badea Amarni. Je suis Shamseddine de la wilaya de Bouakhi. Nous sommes venus à Oran pour réaliser nos projets dans les technologies, surtout que l'État offre des facilitations aux jeunes. Shamseddine est le secret de sa réussite, l'amour de la découverte. Des années durant, il a nourri le rêve de réaliser son propre projet après beaucoup de temps de recherche. Nous allons présenter nos projets et c'est pour nous un grand pas en avant. Nous voulons participer à changer les comportements des citoyens, surtout qu'Oran s'apprête à abriter les Jeux méditerranéens. Cet appareil sera d'une grande utilité pour garder la ville propre. Grâce à l'application numérique et une technologie de pointe, ce jeune a réussi à mettre en place une machine de tri sélectif à travers un espace intelligent dédié à l'environnement. J'ai eu une idée de créer ce système doté des dernières technologies. Le citoyen, une fois consommé sa boisson, la jette dans cet appareil qui, à son tour, enregistre le code barre qu'il transmet à la banque de données. Le consommateur, s'il recourt à cette machine, obtenir des points qui lui permettront de bénéficier de cadeaux. La promotion du système numérique au profit de l'environnement est l'un des objectifs de cette start-up qui ambitionne d'être au service de la collectivité. Fratec fait partie des premières entreprises qui ont obtenu la qualité de start-up de la part du ministère start-up. L'objectif de notre projet est la valorisation des déchets à l'exemple de ces bouteilles. Ce que nous attendons de l'État, c'est d'adopter notre projet que nous voulons concrétiser réellement sur le terrain afin de traiter les déchets. Cette machine de tri sélectif est une innovation qui peut révolutionner le traitement des déchets. Son adoption et sa généralisation contribuera à garder propre l'environnement. Parlons d'oléiculture. Mascara a une olive de qualité réputée essentiellement pour sa variété tignaise. Malheureusement, ces dernières années, elle a connu une baisse de production en raison du manque d'eau. Pour y remédier, des fourrages de puits ont été lancés. Yamina Saïdi. Située dans la wilaya de Mascara, Sig, cité de l'olivier, est réputée pour terre agricole fertile, mais surtout pour sa prestigieuse olive de table. Toutefois, la production d'olives a enregistré cette saison une baisse de près de 85 000 quintaux. La Sigoise est une variété d'olive spécifique à la région de Sig, olive de qualité supérieure, produite en grande quantité à condition que l'eau soit disponible en quantité suffisante pour pallier le manque d'eau. Nous avons réalisé de nouveaux forages. La superficie globale dédiée à la culture d'olive est estimée à 14 500 hectares avec une moyenne de production de 50 quintaux hectares pour cette saison agricole. Pour ce qui est de l'extension des surfaces agricoles, le programme en cours nous permettra de financer 67 000 parcelles, dont 30 000 dédiées à l'olive. Une superficie de 14 000 hectares est consacrée à l'oléiculture. Des résultats encourageants certes, mais il faut savoir que la filière connaît quelques perturbations, notamment le manque d'eau.
Le manque d'eau pour l'irrigation est un problème courant. Si l'on n'arrive pas à irriguer en temps voulu, les tiges ne vont pas pousser comme il le faut. Vous savez, l'olivier est un arbre qui nécessite beaucoup d'entretien et d'eau. Donc il est très important de fournir ces éléments, sinon la production sera faible et d'une qualité inférieure. La récolte cette année n'est pas très satisfaisante et cela revient au manque d'eau, d'irrigation. Encourager les agriculteurs et booster cette filière est l'objectif des autorités concernées qui ont mis en place de nombreuses mesures de facilitation pour régler les problèmes auxquels font face les agriculteurs. Ce qui nous amène à évoquer le manque de pluie, un phénomène récurrent en Algérie. Dans la wilaya de Ouargla, par exemple, on observe une sécheresse dans certaines zones agricoles qui impacte directement la production nationale. Innover devient donc un impératif. Il est question d'utiliser une technique d'irrigation des plus modernes. Sofiane Hamoudi. Un système moderne d'irrigation agricole entre en exploitation expérimentale en Algérie. Il s'agit de la pluie artificielle, un procédé réputé pour donner des résultats exceptionnels, notamment pour la culture du blé, de l'orge et de la luzerne. Cette expérience a été appliquée récemment à Ouargla, à la ferme Al-Burhana pour la production de semences à Hassi Ben Abdallah. Une convention a été signée entre l'Institut technique de l'agriculture saharienne et l'Institut hors ressources, l'objectif étant de rechercher des solutions idéales pour économiser l'eau. Comme vous le voyez ici, ce résultat est le fruit d'une expérience qui a duré 5 à 6 mois. Nous l'avons utilisé pour les filières stratégiques et à leur tête la culture du blé, de l'orge, du soja et de la luzerne. Une économie d'eau et d'énergie estimée à 25%, une économie d'engrais et une augmentation de la qualité de la production de 50%. La culture du blé, par exemple, ce système d'irrigation par aspersion produit une sorte de précipitation identique à celle de la pluie. Il pulvérise des gouttelettes égales et similaires en taille des gouttes de pluie. La particularité de cette expérience est l'homogénéité en matière d'aspersion de l'eau. La distribution lors de l'irrigation est homogène, même si vous vous déplacez sur 1 kilomètre, vous trouverez la même quantité d'eau. Ce procédé ne demande pas trop de technicité. Il peut être utilisé facilement. C'est un investissement très léger. Les services de la direction agricole de la wilaya de Ouargla ont organisé une journée d'études pour faire connaître aux investisseurs ce procédé révolutionnaire, idéal notamment pour les régions à vocation agricole qui connaissent une faible pluviométrie ou qui souffrent du manque d'eau. Dans l'actualité internationale, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, tient le Maroc pour responsable des graves développements qui menacent la paix et la sécurité dans la région en raison de ses politiques expansionnistes et agressives, y compris ses alliances avec les forces de l'oppression et du colonialisme et l'adoption de programmes malveillants. Dans ce contexte-là, le président sahraoui a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et en particulier les partis connus pour leur protection et encouragement à l'État marocain et assumer leurs responsabilités en établissant la paix et la sécurité dans le monde et en accélérant la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Les organisations membres du groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental ont rendu public hier un communiqué dans lequel elles appellent le Maroc à appliquer le droit international dans ce territoire non autonome. Badi Amani. Les 306 organisations membres du groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental ont appelé le Maroc à abandonner ses politiques coloniales et à appliquer le droit international dans ce territoire non autonome. Dans un communiqué rendu public, ces ONG ont exhorté les porteurs de la résolution sur le Sahara occidental au Conseil de sécurité des Nations Unies à inclure les dimensions des droits de l'homme et de l'état de droit dans le mandat de la MINURSO et à donner à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, les moyens de remplir son mandat et de laisser au peuple du Sahara occidental l'opportunité d'exprimer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le groupe a suivi avec beaucoup d'intérêt la première tournée dans la région
de Staffan de Mistura. Ses membres ont regretté vivement que de Mistura n'ait pas visité le territoire non autonome occupé par le Maroc, qui est totalement bloqué à toute inspection indépendante depuis 2015, y compris du commissariat aux droits de l'homme. Dans ce contexte, les 306 ONG ont dénoncé la persistante position marocaine selon laquelle la seule solution possible au conflit est l'intégration du territoire non autonome au Maroc. Le communiqué conclut que le langage adopté ces dernières années par les rédacteurs des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pour le renouvellement de la mission de la MINURSO soutient la position de l'occupant et laisse le peuple du Sahara occidental de côté, soumis à toutes sortes d'abus par les forces d'occupation du Royaume du Maroc. En Espagne, la garde civile a démantelé une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants lors d'une opération qui a permis de démasquer une nouvelle voie d'introduction de la drogue du Maroc vers l'Espagne. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le quotidien espagnol La Razón. Selon le média, les membres de cette organisation ont tout d'abord emmené la drogue aux îles Canaries et de là, dans le double fond d'un camion citerne jusqu'à la péninsule. L'enquête avait déjà débuté en août dernier. Il s'agit d'une organisation criminelle dirigée par deux hommes d'affaires du secteur des transports d'Alicante avec la collaboration de deux trafiquants de drogue. Et on revient chez nous en Algérie avec cette belle initiative Opération des passionnés du patrimoine dans un lieu atypique, une boutique revisitée en musée. Et c'est à Mechria, dans la wilaya de Naama, qu'on vous propose de la découvrir. Samira Hadjamal. Inédit, à Mechria, dans la wilaya de Naama, une famille a décidé de transformer sa boutique en un petit musée où de nombreux objets précieusement exposés ont toute une histoire à raconter. Nous nous sommes concertés avec mes frères puisque nous avions quelques objets anciens à la maison. Alors on s'est dit pourquoi ne pas créer un petit musée pour rassembler un peu du patrimoine national. Merci à tous ceux qui peuvent aider, sinon on espère faire de nouvelles acquisitions avec nos fonds propres. Ce petit musée familial est devenu un lieu de rencontre pour les artistes et attire de plus en plus de visiteurs, tous passionnés par les peintures et les vieux objets. Je viens ici dans la boutique de Hamouya en tant que visiteur. Ce genre d'endroit n'existait pas quand j'étais plus jeune, alors j'y viens presque quotidiennement, parfois juste pour regarder et me rappeler un autre temps. Ce lieu est exceptionnel pour moi. Il y a des pièces rares appartenant au patrimoine algérien. Et en tant que chercheur dans l'histoire locale, j'ai apporté un livre. C'est ma contribution à cette initiative. Et je le mets là, sur l'étagère des livres rares. Ce lieu est comme une passerelle vers le passé, vers l'histoire ancienne de l'Algérie. Un voyage dans le temps et une évasion garantie pour les visiteurs et les touristes. C'était le journal de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie. Et à demain, votre édition de la mi-journée.